Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui mercredi 16 août 2023. Comme promis, comme annoncé, avant son départ, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, dont la mission arrive à terme, est avec nous sur le plateau pour revenir sur son mandat en Haïti, justement avant de quitter le pays. Il était question qu'il nous accorde une dernière entrevue en sa qualité d'ambassadeur en poste en Haïti. Pourquoi j'apporte cette précision? Ça peut arriver qu'il nous accorde d'autres entretiens, même en étant au Canada. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous. Ce matin, vous avez tenu votre promesse vis-à-vis de Métropole et je m'en réjouis. Bienvenue. Merci beaucoup, Wendell. Merci, bonjour à vous, bonjour à vos auditrices et auditeurs, à vos téléspectateurs et téléspectatrices, avec un bonjour spécial pour mes compatriotes de la diaspora qui nous écoutent et regardent depuis le Canada. Alors, je dirais quelques heures avant votre participation à cette émission, vous avez sorti une lettre ouverte adressée aux Haïtiennes et Haïtiens. Une lettre dans laquelle vous revenez sur ce qui a marqué en quelque sorte votre mandat en Haïti. Ce que j'aime, c'est la petite insertion d'expressions créoles dans la lettre. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est, que je dis, c'est pas toujours le cas. J'ai l'habitude de recevoir d'autres diplomates. En général, leur mission arrive à terme. Ils m'accordent une entrevue, pas toujours, et parfois. Mais de là à faire un résumé de leur passage en Haïti, c'est pas facile. Pourquoi? Ben, je pense que pour moi, il est essentiel un peu de faire le point, justement, avant de quitter. Donc, il y a une tradition en diplomatie, quand un ambassadeur quitte un pays, on écrit un rapport de fin de mission. Donc, ça, c'est un peu une version pour le grand public de mon rapport de fin de mission. Je pensais qu'il était important de rappeler un peu au public haïtien les grands axes d'action du Canada en Haïti ces 2 dernières années. Le format lettre ouverte permet beaucoup de latitude, permet de couvrir tous les sujets, de mettre beaucoup de détails pour ceux que ça intéresse et permet pour moi de bien communiquer qu'est-ce que le Canada fait en Haïti. Ce que j'ai remarqué depuis mon arrivée ici, c'est qu'on a toutes sortes d'interprétations de ce que le Canada fait. J'ai essayé de communiquer plus et mieux. Vous m'aviez invité ici sur ce plateau dans les premières semaines après mon arrivée. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec d'autres médias haïtiens. J'ai essayé de communiquer beaucoup sur les médias sociaux. Bon, les médias sociaux, c'est bien pour envoyer un message à beaucoup de personnes en même temps, mais on est quand même limité dans ce qu'on peut expliquer. On est limité sur la quantité de détails qu'on peut fournir. Donc, je me suis dit qu'une lettre ouverte assez costaude permettrait de mieux expliquer l'action du Canada en Haïti. Vous continuez votre collaboration ou encore vos contributions, vous les maintenez avec la PNH. Je puis voir aussi dans la lettre que vous avez fait état de panneaux solaires, environ 100 000, qui coûterait environ 100 000 $ à la PNH. Il y a aussi autre chose, on va y arriver un peu plus tard dans cette entrevue, mais jusque-là, est-ce que vous êtes satisfait du travail réalisé par la police nationale? Comme on sait qu'il serait un produit canadien. Ouais. En quelque sorte. C'est pas seulement un produit canadien, c'est un produit haïtien d'abord, avec une collaboration du Canada, mais de d'autres pays aussi. Vous parlez des panneaux solaires. Bon, 100 000 $, les gens vont dire, mais c'est un tout petit chiffre, c'est pas important. On a souvent tendance à faire des annonces avec des chiffres. Le premier ministre Trudeau qui a annoncé 100 millions pour la PNH au mois de mars dernier, c'est un chiffre qui frappe l'imagination. Ce que j'ai essayé de faire dans la lettre, puis ce que j'aime expliquer aux gens, c'est concrètement, qu'est-ce que ça donne, ça? Parce qu'on peut additionner les millions, dire que notre assistance a doublé, etc. C'est difficile pour les gens de comprendre vraiment ce que ça signifie concrètement. Donc, pour moi, il n'y a pas de contributions qui ne sont pas significatives.
100 000 en panneaux solaires, c'est beaucoup de panneaux solaires. Vous avez vu, ça permet d'autonomiser au niveau énergétique beaucoup de bureaux critiques de la PNH qui n'avaient pas ces équipements-là avant. Donc, pour moi, il faut faire des grands projets, mais il faut aussi faire des petits projets pour pouvoir couvrir tout le spectre des besoins de la PNH. Maintenant, vous me demandez si je suis satisfait du travail de la PNH. Écoutez, le pays est en crise sécuritaire grave. Moi, j'ai une admiration sans borne et sans limite pour les policiers et policières de ce pays qui acceptent de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup ont laissé le pays, d'autres ont décidé de rester. Ceux qui restent maintiennent l'ordre du mieux qu'ils peuvent. Je sais que c'est extrêmement difficile pour la population. Cette semaine, c'est Carrefour-Feuille. J'entendais sur vos ondes ce matin une entrevue avec des résidents de la zone qui sont en détresse complète. Je les comprends. C'est extrêmement difficile. Pour moi, ça démontre que la police a besoin d'aide. La police a besoin d'un accompagnement solide et robuste. On a un cœur solide à cette PNH autour duquel on peut continuer à bâtir. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Pour le Canada, toute solution durable au problème de sécurité d'Haïti doit s'articuler avec et autour de la PNH. Parce que sinon, ça va être du court terme. Et après ça, les problèmes vont recommencer et même être pires. Vous avez de l'admiration pour des policiers et policières. Ça se comprend, comme je l'ai dit déjà. Vous avez contribué à la formation de ces policiers haïtiens. Vous êtes arrivé en Haïti dans un contexte particulier, un contexte de crise aiguë de sécurité, avec évidemment l'assassinat du président Jovenel Moïse. Puisque vous êtes arrivé en juillet, si je ne m'abuse. Vous avez passé 2 ans, ces 2 ans de crise qui vous ont empêché de profiter de ce que l'on peut offrir à des étrangers. Là, je parle d'Haïti. Et vous repartez, monsieur l'ambassadeur, en laissant derrière vous cette crise, je dirais même, qui s'est aggravée à travers le temps. Est-ce que vous repartez avec le sentiment d'avoir jouer quelque chose, d'avoir fait, d'avoir réalisé votre travail comme vous l'avez souhaité en tant que représentant du Premier ministre Justin Trudeau? Bien, écoutez, c'est certain qu'on ne peut pas repartir après 2 ans avec le pays dans l'état qu'il est en étant satisfait, en disant mission accomplie, j'ai réussi. Je pense que le constat d'échec, il est complet. La crise est plus grave aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2 ans. 4,6 millions d'Haïtiens vivaient en état de crise humanitaire il y a 2 ans, c'est 5,2 aujourd'hui. L'insécurité a augmenté de façon considérable aussi. Martissan était bloqué depuis juin 2021. Martissan est toujours bloqué. Maintenant, Canaan aussi. Donc, la capitale est essentiellement entourée, enclavée. Donc, je pense qu'il est impossible pour qui que ce soit de déclarer victoire. Je pense qu'aussi, il ne faut pas mesurer le succès de son bilan comme ça non plus. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour le Canada, ces 2 dernières années? Premièrement, c'était d'essayer de changer un peu le débat autour de l'assistance pour Haïti. On a passé, notre ambassadeur à New York, Bob Ray, l'a souvent dit, le premier ministre Trudeau l'a dit, la ministre Joly, moi-même, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions, des nouvelles approches pour aider Haïti, pour accompagner vers une sortie de crise. Les techniques, les méthodes d'accompagnement qu'on a utilisées depuis 30 ans, de toute évidence, n'ont pas fonctionné. Il y a eu des bonnes choses, mais le bilan est quand même négatif. Il suffit de regarder la situation du pays. Donc, on a essayé de trouver des nouvelles façons d'accompagner le pays vers une sortie de crise. Quand il y a eu des opérations de maintien de la paix dans le passé, ces opérations-là sont extrêmement dispendieuses. Ces ressources-là qui vont sur l'opération de maintien de la paix ne vont pas à la PNH. Nous-mêmes, le Canada, sur 20 ans, on a investi environ 150 millions de dollars sur la PNH. Et en même temps, notre contribution aux diverses missions de maintien de la paix sur toutes ces mêmes années, c'était 175 millions. Donc, cet argent-là ne reste pas en Haïti, il n'est pas investi, il ne permet pas de développer la PNH. Donc, on ne peut pas refaire le passé. Mais moi, j'essaie juste de m'imaginer si tout cet argent-là avait été mis sur la PNH à l'époque, où on serait aujourd'hui.
Donc, je pense que pour la réponse actuelle et à venir, il faut vraiment mettre l'appui direct à la PNH et la construction d'une PNH solide, pérenne et durable au cœur de la réponse internationale. Et ça, c'est, je pense que maintenant, quelque chose comme un consensus autour de cette question-là. On a vu la lettre hier du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité qui mentionne lui aussi une approche comme ça. On voit tous les partenaires d'Haïti qui disent la même chose maintenant. Et je pense que la réponse internationale va bénéficier de ça. Il va probablement être mieux adapté, mieux organisé à avoir des effets durables. L'offre du Kenya se situe également dans cette logique-là. Les prochaines semaines vont être cruciales, Wendell. Il y aura, donc, la lettre du secrétaire général a été déposée. Il y a une délégation kenyane qui vient, je pense, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, qui ensuite vont aller à New York. Il y aura un débat au Conseil de sécurité. Il y aura peut-être une résolution. Et à mi-septembre, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui s'amorce, qui est toujours un moment fort du calendrier international. Donc, les 3-4 prochaines semaines sur le plan de la coopération de la communauté internationale avec Haïti vont être critiques. Juste avant d'y arriver, puisque quand même ça fait partie des thématiques que je dois aborder avec vous dans le cadre de cet entretien, Monsieur l'ambassadeur, avez-vous identifié les pierres d'achoppement? Pourquoi, plus de 2 ans depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, on gère cette crise? Au niveau de la communauté internationale, avez-vous identifié les obstacles? Est-ce que simplement le fait que les acteurs n'arrivent pas à trouver un accord constitue justement l'obstacle fondamental à la résolution de l'impasse? Oui, moi je pense que c'est effectivement, comme vous dites, l'obstacle fondamental. Il faut se mettre un peu dans les souliers de la communauté internationale ou de d'autres pays qui voudraient assister à Haïti, mais ne sont peut-être pas représentés ici ou ne comprennent pas trop la dynamique, ne savent pas trop qui ils viennent aider exactement. Donc, pour moi, il va être important, surtout dans les prochaines semaines critiques avec la mission du Kenya, les débats au Conseil de sécurité. Comme l'écrivait, je pense que c'était France Duval dans le Nouvelliste la semaine dernière, si Haïti n'a pas un plan, si Haïti n'est pas capable d'expliquer à ses partenaires internationaux ce qu'Haïti veut, ça va être extrêmement difficile pour la communauté internationale de répondre favorablement à ces demandes-là. Moi, je rencontre toutes sortes d'acteurs politiques, de gens de la société civile, des experts en sécurité. Toutes les idées sont là. Ce qu'il faut, c'est de mettre ça ensemble et puis de pouvoir présenter ça aux partenaires étrangers qui sont disposés à aider Haïti. Nous, on est déjà là, les Américains sont là, les Français sont là, mais il y a d'autres membres de la communauté internationale qui voudraient donner un coup de main. Le Kenya est un bon exemple, les voisins aussi, la Jamaïque, je pense, a été évoqué, aussi les Bahamas. Mais tout le monde regarde un peu la classe politique et essaye de comprendre dans quel contexte cette assistance-là va pouvoir être livrée. Et on ne peut pas détacher la crise sécuritaire de la crise politique. Et bon, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est la crise politique. Je pense que le signal le plus positif, et je le dis depuis presque mon arrivée dans le pays, le signal le plus positif que la classe politique haïtienne peut envoyer au reste du monde, c'est d'arriver à un accord plus inclusif on n'aura jamais un consensus complet à 100%, ça n'existe nulle part. Mais de montrer que les diverses factions là, qui sont présentement sur le terrain... Êtes-vous déçu le fait de n'avoir pas pu trouver cet accord inclusif? C'est pas à moi de le trouver, c'est à la classe politique de le trouver. Mais je suis déçu. Oui, je suis déçu. Je suis déçu que ça ne soit pas encore fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Il y a diverses tables de négociation. Nous, on appuie le Canada très fortement le travail de la CARICOM. Il y a eu une première rencontre à Kingston. Le groupe des éminentes personnes est venu ici. Ce travail-là continue. Il y a Jonathan Powell aussi, on a vu dans les médias la semaine dernière, qui continue aussi à essayer de faciliter une entente. Il y a tout le travail qui a été fait avec l'accord du 21 décembre, le HCT. Donc, je pense que si on met tout ça ensemble, on peut arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Et encore une fois, je reviens aux 3-4 prochaines semaines. Pour moi, le moment est critique. L'œil de tout le monde est sur Haïti. Alors, il faut vraiment arriver avec un résultat. Et pourquoi le Canada a refusé
de prendre la tête de la force multinationale. Pourquoi? Écoutez, nous, on a regardé la situation, puis on a essayé de voir quelle était la meilleure façon pour nous d'aider Haïti avec les moyens à notre disposition. Donc, les Forces armées canadiennes sont extrêmement étirées, sont extrêmement engagées, notamment en Europe, en Lettonie et ailleurs. En Ukraine aussi. En Ukraine comme telle, non, mais autour de l'Ukraine, oui. Donc, sur le front, si vous voulez, là, de tous les membres de l'OTAN qui sont donc, étant donné que le Canada est déjà engagé... Il y a ça, il y a l'Ukraine qui nous prend énormément de ressources. Il y a aussi une question de savoir, est-ce que c'est la meilleure façon d'aider Haïti? Encore une fois, si on veut bâtir la réponse autour de la PNH, je pense que le choix du Canada a été évident là-dessus. Quand le premier ministre dit on va mettre 100 millions sur la PNH cette année, après en avoir mis 150 pendant 20 ans, une trentaine l'an dernier, puis là, 100 cette année, c'est clair qu'on veut mettre nos énergies là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des ressources qui pourront être déployées? On a vu là, un avion, les bateaux qui ont fait toutes sortes de bonnes caricatures, mais le Canada va continuer à essayer d'aider de la meilleure façon possible autour de la PNH. On travaille aussi sur la... L'aide à l'Ukraine est estimée, l'aide canadienne à l'Ukraine est estimée à combien, monsieur l'ambassadeur? Je n'ai pas ces chiffres-là. Je sais que c'est beaucoup, mais je n'ai pas des chiffres en tête. Et par rapport à Haïti, bon, vous avez dit 150 millions sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Bon, écoute, je pense que c'est des situations différentes aussi. Je ne veux pas rentrer dans un débat sémantique, là, mais l'Ukraine a été envahie par une invasion illégale de son voisin. L'Ukraine est en guerre. Donc, c'est des situations qui sont pour moi complètement différentes et qui requièrent des solutions complètement différentes aussi. Je pense que personne ne gagne à comparer Ukraine vs Haïti. Ça fait des bons tweets, des bonnes manchettes, mais la réalité des choses, c'est que, à mon humble avis, ce qu'Haïti a besoin, c'est pas la même chose que ce que l'Ukraine a besoin, parce que l'ennemi en face, c'est pas le même. Ici, on a un problème de gang. Le problème de gang, à la base du problème de gang, c'est la précarité. Ici, on a un problème aussi d'armes qui rentrent à pleine porte. La plupart, 80% ou quelque chose comme ça, selon l'étude des Nations Unies, viennent des États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de dynamiques sur lesquelles on peut travailler. Mais de comparer un pour un l'aide du Canada à l'Ukraine, l'aide du Canada à Haïti, pour moi, c'est un faux débat. À votre avis, c'est un faux débat. Mais pour les Haïtiens, ce n'est pas un faux débat. D'autant que nous sommes à quelques minutes des États-Unis, et c'est à coups de milliards que les États-Unis, notamment, je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas représentant des États-Unis, en aucune façon je ne saurais vous demander d'expliquer tout cela, donc j'en conviens. Mais on a comme l'impression que les pays qui se présentent comme étant des partenaires privilégiés, ou encore les amis d'Haïti, nous jettent des miettes et envoie ou encore débloque des enveloppes faramineuses en quelque sorte à l'Ukraine, alors que nous pouvons aussi leur causer des problèmes, des ennuis. Est-ce que c'est parce que la situation est plutôt géopolitique? La crise est plutôt géopolitique en Ukraine? Bien, encore une fois, c'est des situations différentes. Je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple. On a envoyé des tanks en Ukraine. Qu'est-ce qu'on va faire avec un tank ici? Donc, c'est une situation différente qui requiert une réponse différente. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer avec l'aide autour de la PNH. Je sais qu'il y a une certaine frustration. Les gens disent que l'aide n'arrive pas assez vite. Je comprends ça. C'est tout à fait normal. Il faut comprendre qu'il s'agit de fonds publics canadiens. Il y a une diligence raisonnable à faire à Ottawa. On doit travailler avec la PNH pour s'assurer qu'on répond aux besoins, pour justement pas envoyer seulement « Ah, tiens, on a ces trucs-là, on va les envoyer en Haïti, puis ils se débrouilleront avec ça. » Non, nous, ce qu'on a fait, on a passé les 8 derniers mois à travailler presque quotidiennement avec la PNH, avec aussi les autres partenaires, pour s'assurer que tout envoi d'équipement, toute formation, toute coopération qu'on offre à la PNH est bien arrimée aux besoins réels de la PNH. Et ça, c'est du travail qui prend du temps. Je ne sais pas si le diplomate que vous êtes accepterait de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. Avez-vous, monsieur l'ambassadeur, le ou les résultats du travail effectué par cet avion canadien, cet avion militaire canadien qui a survolé Haïti? C'était quoi les résultats?
Donc, c'est un avion de reconnaissance qui fait des opérations de collecte de renseignements. Donc, je ne peux pas vous donner les détails des renseignements qu'on a collectés, mais je peux vous assurer que cette mission-là a eu un effet positif. Est-ce que les résultats vont être appliqués dans le cadre du déploiement de la force internationale Encore une fois, il s'agit d'opérations de renseignement, donc je ne peux pas rentrer dans aucun Mais vous avez quand même les résultats. Oui, il y a un certain nombre d'informations qui ont été collectées puis qui vont avoir une utilité. Et, le survol ou encore l'envoi de cet appareil sur Haïti vous a coûté combien? Je n'ai pas ces chiffres-là, puis si je les avais, je ne peux donner aucun détail opérationnel sur cette mission-là. Très bien. Maintenant, vous avez dit aussi, Monsieur l'ambassadeur, que les prochaines semaines seront cruciales. Oui. Donc là, vous demeurez convaincu que la force viendra. La force sera déployée. Les États-Unis promettent d'accompagner le Kenya à travers la logistique. Les États-Unis prévoient aussi de débloquer les moyens. Et qu'est-ce que le Canada promet? Bon, nous, on promet plusieurs choses. La première chose, c'est on va soutenir les efforts du Kenya pour pouvoir réaliser, leur mission d'évaluation la semaine prochaine. On est à leur disposition. On va aussi participer activement au débat au Conseil de sécurité pour arriver à un mandat, parce que les Kenyans ont dit qu'ils ont besoin d'un mandat approuvé par le Conseil de sécurité. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus à New York avec l'ambassadeur Ray et son équipe. On a aussi une capacité à offrir aux Kenyans au niveau de la coordination. Déjà depuis plusieurs mois, à partir d'Ottawa, virtuellement, on a réuni des agents de liaison de divers pays de la région qui ont des contributions qu'ils voudraient apporter à la PNH et ou à une force multinationale. Donc, ce travail de coordination-là va se continuer. On a déjà 3 nouvelles ressources qui sont à l'ambassade ici depuis janvier dernier, qui travaillent là-dessus, qui travaillent aussi avec la PNH de façon quotidienne. On va ajouter des ressources ici, on va en ajouter à Saint-Domingue, on va en ajouter à Ottawa, on va ajouter des gens un peu partout pour faciliter ça. Donc ça, on a l'intention de... Donc, quand vous parlez de ressources, ici, vous faites allusion des personnes, donc des experts, humaines. Des logisticiens, des planificateurs. Mais pas de troupes sur le terrain. Pas des troupes, non. Ensuite, pour ce qui est de la coordination, et pour ce qui est de la suite, on va aller en toute humilité voir le Kenya et discuter avec eux, à savoir qu'est-ce qui pourrait être utile pour eux en termes d'appui financier, en termes d'appui logistique. Et puis après ça, bien, on pourra déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est la même chose. Les États-Unis sont en train de faire la même chose, d'autres partenaires d'Haïti aussi. Mais il faut respecter le fait que le Kenya a mis son pied en avant. Donc, nous, on va aller voir le Kenya en toute humilité et on va travailler avec eux pour combler les besoins qu'ils vont identifier. Et le tout, évidemment, en partenariat avec la PNH. Ça, c'est une opinion que je vous demande. Avez-vous la conviction, Monsieur l'ambassadeur, que le déploiement de cette force va effectivement contribuer à résoudre la crise sécuritaire, la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs étapes encore. Donc, les Kenyans ne sont pas encore venus. Donc, ils doivent venir, ils doivent évaluer la situation. Ensuite, eux ont mis 1000 policiers sur la table. D'autres pays en ont mis aussi. Jamaïque, Bahamas. Il y a des discussions à propos du Rwanda et du Sénégal aussi. Donc, il y a toutes sortes de discussions. Donc, une fois que tous ces morceaux-là vont être là, il faut organiser la force, il faut aller chercher le mandat au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est un travail diplomatique colossal. Et là, après, si tout va bien, on peut penser à un déploiement peut-être vers la fin de l'année. Après, est-ce que je suis convaincu que cette force-là va régler le problème d'insécurité? Personne ne peut prédire l'avenir. Ce que je pense par ailleurs, c'est qu'on a devant nous une réponse sécuritaire internationale qui est innovante, qui est différente de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est ce qui fait que je suis quand même optimiste que cette mission-là pourrait avoir peut-être plus de succès que les précédentes. Mais pour qu'elle ait du succès, on doit se rappeler des leçons du passé. Ça, c'est très, très, très important.
On verra après ce que la force peut accomplir. Ce qui est certain, c'est que la population haïtienne en a grandement besoin. Et moi, je pense que toute la classe politique, société civile, l'élite économique, les partenaires d'Haïti, tout le monde, on doit vraiment faire notre meilleur travail pour que ça fonctionne. Parce que le peuple haïtien ne peut pas se permettre un autre échec. Vous êtes en Haïti, c'est vrai que vous allez partir, mais avant votre départ, vous vivez avec nous, Haïtiens, une situation extrêmement préoccupante, extrêmement grave. Je parle de situation sécuritaire, ce qui se passe à Carrefour-Feuille notamment, a résonné, a retenti dans vos oreilles. Et c'est pareil pour ce qui s'est passé non loin de vos collègues américains, le gang de Vitellum qui envahit Tabar, Caradeux et le reste. Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation, si vous en avez, à exprimer aujourd'hui par rapport à cette situation, Monsieur l'ambassadeur? Bien, écoute, c'est certain que moi, je ne peux pas rester insensible quand j'entends les témoignages des gens de Carrefour-Feuille sur vos ondes ce matin et ailleurs depuis environ une semaine. Comme vous le dites, la semaine précédente, c'était à Tabar. On oublie parfois que dans certaines zones, comme Cité-Soleil, comme Martissant, comme Croix-des-Bouquets, ces gens-là vivent sous le joug des gangs armés depuis 1 an, 18 mois, 2 ans, et même plus dans certains cas. Il ne faut pas rester insensible à ça. Pour moi, ça ajoute à l'urgence d'en arriver au niveau de la classe politique à un accord plus inclusif qui va faciliter toute la discussion autour de l'accompagnement sécuritaire de la communauté internationale pour Haïti. Je suis moi-même animé par un sentiment d'urgence. Je quitte mercredi prochain. Je vais travailler jusqu'à ce que je mette les pieds dans l'avion. Je sais que beaucoup de partenaires et beaucoup d'acteurs ici en Haïti sont animés du même sentiment d'urgence. Et je pense que tous les acteurs devraient être animés par ce sentiment d'urgence-là. Merci, Monsieur l'ambassadeur. C'est le temps d'observer la pause et on reviendra avec d'autres questions. Merci encore une fois de votre disponibilité et surtout de l'intérêt. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur Sébastien Carrière. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. L'ambassadeur du Canada, dont le mandat arrive à terme, comme on a dit, M. Sébastien Carrière, est notre invité ce matin. Merci de rester fidèle à Métropole. Oui, et sur demande express d'un auditeur privilégié, je reviens sur les semaines à venir qui seront critiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des étapes importantes qui viennent dans les prochaines semaines. J'ai parlé de la mission d'évaluation du Kenya la semaine prochaine. Ensuite, le secrétaire général des Nations unies a déposé sa lettre hier au Conseil de sécurité. Il y aura donc des discussions et des débats au Conseil de sécurité qui pourraient mener à une résolution pour encadrer l'initiative kenyane. Et ça sera suivi, ça va culminer, si vous voulez, avec la semaine au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à la mi-septembre. Donc, cette séquence-là, pour moi, est importante parce que la question de l'engagement du Kenya est vraiment importante. Avec l'engagement du Kenya vient aussi l'engagement de d'autres pays qui ont annoncé l'intention de contribuer, aussi des policiers. Si tout ça devrait ne pas fonctionner, si tout ça devrait échouer pour des raisons politiques ou diplomatiques, ce serait vraiment un recul important, je pense, pour le pays. Monsieur l'ambassadeur, voyons pour l'histoire des blindés. Oui. On a mis du temps avant de les envoyer en Haïti. Cet envoi de blindés a même provoqué, je dirais, un scandale entre vous et un journaliste.
Vous vous êtes rendu au Nouvelliste, là où le journaliste travaillait, et finalement le journaliste allait être licencié. C'est sur votre demande que ça a été fait ou pas? En fait, ce journaliste ne m'a jamais parlé. Il a décidé de me traiter de menteur à la radio. Il m'a jamais... je suis très facile à rejoindre. Vous-même et vos collègues le savent. Presque tout le monde dans la classe médiatique a mon numéro. Et quand on m'appelle ou on m'écrit, je réponds toujours. Donc, ce monsieur a décidé de me traiter de menteur. J'ai dit que j'étais pas un menteur parce que ce qu'il a dit était faux. C'est pas le gouvernement du Canada qui a retardé l'arrivée des blindés. Au contraire, c'est le gouvernement du Canada qui a accéléré l'arrivée des blindés. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une transaction commerciale avec une compagnie canadienne. Il y avait des problèmes de livraison qui sont dus à toutes sortes de problèmes mondiaux de transport de marchandises. Et nous, quand on a constaté ces problèmes-là, on a tout de suite offert à la compagnie d'amener un certain nombre de ces véhicules-là par avion militaire canadien et américain. La première livraison était conjointe. Il y avait un avion canadien et un avion américain. Sur la question du permis d'exportation, j'étais moi-même directeur du désarmement au ministère avant de venir ici, très impliqué dans toutes ces questions de désarmement. Je n'ai jamais vu un permis d'exportation être traité aussi rapidement par le gouvernement du Canada que celui-là, parce que tout le monde comprenait l'urgence. Donc, je ne comprends pas dans quel univers parallèle on dit que le gouvernement du Canada a retardé cette transaction-là. Au contraire, on l'a accéléré. À la fois en traitant le permis d'exportation en priorité et ensuite en déployant des ressources militaires pour effectuer ce qui était essentiellement une livraison commerciale. Avez-vous exigé que le journaliste vous fasse des excuses? Non, jamais. J'aurais aimé qu'il m'appelle, on aurait pu s'expliquer. J'ai eu parfois des contentieux avec d'autres personnes et on s'est expliqué. Et quand vous avez appris son licenciement, comment vous avez réagi? Bof. C'est dommage pour lui, mais je veux dire, si on veut être un journaliste sérieux, on ne peut pas aller dire des conneries à la radio, puis après, tout ce qu'il avait à faire, c'est s'expliquer. Il n'a pas voulu s'expliquer. Après, comment ça a été géré à l'interne par le Nouvelliste, j'ai aucune idée. Mais on m'attribue toutes sortes d'intentions et de pouvoirs de faire licencier des gens. C'est faux. Ça n'existe pas. Monsieur l'ambassadeur, il y a le fameux dossier des sanctions. Les sanctions. Infligées à des personnalités haïtiennes. Quel est donc le rôle que vous avez joué dans le choix des personnalités à sanctionner? Donc, les dossiers, les sanctions, là, c'est traité à Ottawa. Moi, j'ai évidemment eu un rôle dans la conception, l'élaboration de l'idée de la politique des sanctions. Mais ensuite, il y a une équipe, il y a une direction générale à mon ministère qui s'occupe de décider, d'examiner des dossiers et de monter des dossiers de sanctions. C'est ensuite vérifié par les avocats de Justice Canada et le décret est pris et publié. Encore là, il y a toutes sortes de légendes urbaines sur une fameuse liste. Je me souviens, à un certain moment donné, il y avait une liste de 150 ou de 1000 noms apparemment qui circulaient, toutes sortes de folies, des gens qui venaient à ma résidence me proposer des noms, etc., etc. Tout ça n'existe pas. C'est à Ottawa que ce travail-là se fait. Le Canada est un État de droit. Les gens qui travaillent sur les sanctions sont des gens sérieux. Il y a des avocats là-dedans. La loi doit être respectée à la lettre. Dans un État de droit sérieux, il n'y a pas une question de « Ah, Wendell m'a posé une question que je n'ai pas aimée, sanctionnez-le. » Voyons donc, c'est pas sérieux. Il y a aussi un avocat qui a été également sanctionné et qui est monté au créneau. Il est intervenu sur Métropole pour dénoncer d'abord la sanction et aussi pour vous pointer du doigt. Selon ce même avocat, vous auriez entretenu des relations privilégiées avec son ex, et c'est son ex qui vous a
fourni des informations. Pourquoi vous n'avez jamais réagi, en tout cas publiquement, pourquoi vous n'avez pas fait le point sur cette affaire, monsieur l'ambassadeur? Parce que c'est tout simplement loufoque de s'imaginer que dans un État de droit comme le Canada, quelqu'un pourrait me dire, écoute, je veux me venger sur mon ex, est-ce que tu peux le sanctionner, s'il te plaît? C'est complètement loufoque. Et qu'un avocat de surcroît balance des accusations comme ça, c'est quand même particulier. Encore une fois, le Canada est un État de droit. Les sanctions se font en toute transparence. Il y a un site web que j'ai mentionné dans ma lettre ouverte qui est facile à trouver. On fait juste chercher Canada sanctions sur Google, on va tomber sur les sites officiels et ça explique la loi est là. La loi qui sert à sanctionner, les règlements d'application de la loi sont là. Il y a même une section qui explique aux sanctionnés, aux individus visés, quelles démarches ils ou elles peuvent entreprendre pour contester la dite sanction. Je vous dirais que la majorité des sanctionnés ont compris que c'était une démarche juridique, puis ont pris des avocats, puis ont écrit les lettres, etc. D'autres ont décidé de faire des campagnes de salissage en public. Je ne pense pas que c'est la meilleure stratégie. Est-ce que c'est la chose qui vous a le plus marqué en termes de mésaventure pendant votre mandat? Bon, tout cet environnement, parfois, là, sur les médias sociaux haïtiens, là, un peu toxique, là, je vous dirais ça m'a marqué. Des gens aussi qui prennent des positions irréfléchies, qui ne lisent pas même un tout petit tweet. J'essaie de toujours être le plus succinct et le plus court possible. Bon, ma lettre ouverte est 6 pages, mais généralement sur Twitter, les messages sont clairs, sont percutants. En entrevue aussi, j'essaie de donner des réponses claires et courtes, mais on continue quand même de me répondre parfois sur les médias sociaux avec des insultes, etc. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que le pays aurait besoin de plus d'émissions comme celle-ci où on discute sérieusement des enjeux et d'un rehaussement peut-être du débat public et médiatique, au lieu de se lancer là, des accusations ridicules comme celle de l'avocat que vous mentionnez. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour plutôt déterminant, décisif pour Haïti. Vous repartez, mais les gens continuent de se poser des questions. Par où est passé le Canada pour avoir des informations sur certaines personnalités politiques? Vous avez parlé d'une certaine machine qui est mise en branle ou encore qui fonctionne à plein régime au ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Donc, la loi est assez claire sur les critères qui sont examinés afin de déterminer si une personne devrait ou pas être sanctionnée. Ça aussi, c'est public, je peux vous envoyer le lien dans ma lettre ouverte. Bon, c'est pas facile à lire, c'est une loi, c'est écrit par des avocats et des parlementaires, mais les critères sont assez clairs. Et là, il y a une équipe d'experts en sanctions au ministère qui examine ces critères-là et qui fait les recherches appropriées pour ensuite préparer une recommandation pour la ministre des Affaires étrangères. Il faut savoir que les sanctions autonomes canadiennes sont basées sur des informations de nature publique. Donc, on n'est pas dans le renseignement, l'espionnage ou je ne sais quoi. C'est basé sur des informations de nature publique. Puis ça, c'est important aussi. Oui, mais ça, partant du principe que rien n'est parfait et l'erreur soit du domaine de l'homme, si d'aventure le Canada réalise s'être trompé, par exemple, de bonne foi, je peux le dire, est-ce que les sanctionnés peuvent avoir droit à quelconque recours? Oui, absolument. Donc ça aussi, c'est public. C'est sur le site web. Donc les sanctionnés peuvent écrire une demande pour être désanctionnés à la ministre des Affaires étrangères. Et la ministre des Affaires étrangères a 30 jours pour répondre. Bon, parfois, malheureusement... Par où passer? On lui envoie une note, une lettre? Non, ou bien... tout simplement une lettre. On passe par l'ambassade du Canada ou bien? On peut envoyer la lettre directement. Il y a même l'adresse, je pense, sur le site web. La meilleure chose, c'est de se faire accompagner, évidemment, par des avocats qui connaissent ça. Donc, ils peuvent demander, ils peuvent présenter des informations qu'il ou elle considère étant justifiant
d'être retiré, que les sanctions à leur effet soient retirées. Il faut savoir que c'est pas arbitraire, là. Donc, ces dossiers-là sont montés et il y a des avocats qui passent à travers pour s'assurer que ça rencontre la barre qui est prévue par la loi. Ceci ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas apporter des informations pour faire changer la décision, mais c'est un processus juridique, ça peut être long, mais moi, ce que je peux vous assurer, c'est que les demandes vont être examinées avec le plus grand soin. Encore une fois, le Canada est un État de droit. Il n'y a pas de « j'aime un tel, je n'aime pas l'autre », etc., etc. Il n'y a pas d'arbitraire. Oui, il n'y a pas d'arbitraire, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi possibilité qu'on se trompe, non? L'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, en fait, est-ce que le Canada travaille conjointement avec les États-Unis, les Nations Unies, dans l'élaboration des listes de sanctions? Donc, il y a beaucoup de collaboration qui se fait au niveau du partage d'informations sur nos régimes respectifs de sanctions. Donc, chaque pays a ses lois, sa réglementation. Le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'Espagne. Les Nations Unies aussi ont leur propre système. Il y a beaucoup d'échanges d'informations, comment on prépare les dossiers et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de « OK, voici ma liste, voici ta liste, puis on va comparer ». Pour que ces dossiers-là tiennent, ils doivent être élaborés dans un vide juridique, donc face à la loi canadienne ou la loi américaine ou la loi française seulement. C'est comme ça que c'est préparé. Mais oui, les experts se parlent. Pas seulement d'Haïti. Les pays que vous venez de mentionner ont des régimes de sanctions pour d'autres pays aussi. Donc, les experts de sanctions ont l'habitude de collaborer entre eux. Un émissaire canadien en mission en Haïti avait dénoncé l'absence de plan. Bob Ray, il l'avait dit. Et ouais. Quand vous avez entendu cette information que nous sollicitons l'intervention des étrangers pour venir nous aider, mais on n'a pas de plan. J'étais assis à côté de Bob quand il a dit ça. Ce que Bob tentait d'exprimer, c'était un peu ce que j'ai dit un peu plus tôt, et puis ce que Franz Duval exprimait dans la Nouvelliste, je pense que c'était la semaine dernière. On ne peut pas s'attendre à ce que la communauté internationale arrive avec les solutions. Parce que quand on fait ça, la solution ne sera pas vraiment adaptée aux réalités locales. Donc, ce qu'on a besoin des Haïtiens, c'était le cri du cœur de Bob, puis c'est un point de vue que je partage et que beaucoup d'autres partagent, c'est qu'ils prennent le ownership, qu'ils deviennent propriétaires de leur solution, pour que nous, on puisse les accompagner par la suite. Donc, au lieu d'arriver avec des solutions préfaites, on a appliqué tel truc, je ne sais pas moi, en Centrafrique, au Mali ou je ne sais où, on va essayer ça en Haïti, voir si ça fonctionne. Écoute, c'est voué à l'échec, parce que si les solutions sécuritaires ne sont pas adaptées à la réalité sociologique, anthropologique du pays, elles vont échouer. Monsieur l'ambassadeur, alors, je ne sais pas que je questionne la sincérité de la réponse que vous allez me donner, mais en conclusion de votre lettre ouverte, vous avez dit « Je vais bientôt quitter ». Et partir est toujours difficile, surtout quand il y a encore tant à faire. Certains gens peuvent se dire, écoute, moi si j'étais ambassadeur en Haïti, j'aurais bien aimé quitter le pays, un pays avec tant de problèmes de sécurité. Vous étiez sincère dans la rédaction de cette phrase? Oui, je suis sincère. J'aime beaucoup Haïti. Wenel, vous le savez, j'ai de la parenté, des amis beaucoup dans la diaspora à Montréal où j'ai grandi. J'avais travaillé sur Haïti 2 fois dans le passé. J'ai beaucoup d'amis ici. C'est un pays que j'aime beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le pays est en crise. Moi, je suis arrivé au bout de mon mandat. Je vais rentrer au Canada, je vais retrouver ma famille qui n'a même pas pu me rendre visite. Mon fils a pu venir une fois, c'est tout. C'est difficile de partir, mais c'est facile quand on sait qu'on va retrouver son pays et sa famille. Mais je suis très sincère quand je dis que Haïti est un pays attachant. J'admire le courage et la résilience du peuple haïtien. J'ai fait une entrevue avec un de vos collègues canadiens de Global National hier.
il me disait « Ah, est-ce que parfois vous n'êtes pas découragé, etc. » Puis je disais que non, parce que chaque matin, j'embarque dans ma voiture et puis on descend vers l'ambassade ou on se déplace quelque part pour aller à une réunion ou une autre. Et je vois autour de moi des Haïtiens et des Haïtiennes qui se relèvent les manches, qui affrontent les défis de la vie quotidienne chaque jour. Et ils et elles ont toute mon admiration. Donc, ils et elles me donnent du courage à tous les jours. Et ils et elles vont me manquer beaucoup. Certains proches de Jovenel Moïse émettent le souhait que le dossier soit traité par un tribunal international. Comment vous jugez, permettez que j'utilise le terme juger, comment vous jugez l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat du président, puisque vous êtes ici depuis le mois de juillet 2021, date de l'assassinat du président, en fait, le mois de l'assassinat du président. Ouais. En fait, je suis arrivé un peu plus tard que ça, mais oui, j'ai vu l'évolution de l'enquête. Bon, il faut toujours, hein, pour tout crime, il faut penser aux familles des victimes. La famille du président, dans ce cas-là, je leur offre encore une fois mes sincères condoléances. Bon, l'enquête n'a pas beaucoup progressé ici. Il y a eu beaucoup de changements là, de juges. Il y a eu quand même du progrès à Miami, avec des arrestations et une condamnation. Je pense qu'un crime d'une telle importance va pas se régler là, avec un seul procès quelques semaines plus tard. J'aimerais voir plus de progrès ici en Haïti. Je pense que c'est important que la justice haïtienne joue son rôle, que la justice soit rendue pas seulement en terre étrangère, mais aussi en Haïti, que les procédures continuent aux États-Unis. Bon, à savoir si ça prend un tribunal international, n'étant pas avocat, n'étant pas un expert de ces questions-là, je n'ose pas me prononcer, mais ce qui est important, c'est que justice soit rendue pour le président. Comment fonctionne le core group? Ou est-ce qu'il continue de fonctionner? Ah, le fameux core group, l'épouvantail de la politique haïtienne. Bon, le core group n'a pas émis de communiqué depuis novembre 2021. La dernière fois, c'était pendant le blocage du terminal de Vareux de 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je pense qu'il s'est passé que cette façon-là d'intervenir régulièrement publiquement dans la politique haïtienne là, avait un peu fait son temps. Il y a toujours concertation entre les différents diplomates présents sur le terrain. Ça, c'est normal. Ça se fait dans toutes les capitales du monde, incluant Ottawa. Le membership du core group était, à mon sens, pas assez inclusif. Il manquait des acteurs régionaux importants autour de la table, comme le Mexique, par exemple. On peut penser au Chili, à l'Argentine. Je pense que quand on discute de la situation en Haïti, il faut que les voisins de la République dominicaine soient autour de la table. Pour moi, il faut que les acteurs régionaux CARICOM qui sont représentés ici par les Bahamas soient aussi autour de la table. Donc, je pense que tout le monde, en fait, toutes les ambassades présentes en Haïti ont besoin de se concerter entre eux. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un petit groupe là, plus restreint. Il y a quand même coordination. On continue de se parler. Il y a eu une déclaration commune de toutes les ambassades, en fait, ou presque, qui avait été faite l'an dernier, lors de la crise, lors de, est-ce qu'on peut dire, le pays lock de l'an dernier. On s'était tous mis ensemble, presque tous les membres du corps diplomatique, pour faire un tweet, je pense, à l'époque, pour dénoncer la situation et appeler à des corridors humanitaires. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé de... C'est un choix stratégique? Permettez que je vous interrompe un moment. Stratégique ou tactique, ou je pense que c'est un choix de qui est sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de la meilleure façon possible. Je pense que le core group est un héritage d'une autre époque, quand il y avait la MINUSTA. Mais apparemment... moi, je n'ai pas connu ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres core group? Non, justement. Non. En Haïti? Moi, je n'ai pas vu ça ailleurs. Encore une fois, qu'il y a des pays qui partagent les mêmes valeurs et positions, qui se concertent et puis qui peut-être rencontrent le gouvernement de façon conjointe pour soulever des préoccupations. Ça se fait partout. Mais cette façon systématique de communiquer, d'intervenir parfois dans la politique domestique, moi, je n'ai pas vu ça ailleurs. Et puis, le Canada ce qui pourrait aussi énerver les Haïtiens.
Bien, oui, absolument, je les comprends. La question, c'est quelle est la meilleure façon d'utiliser notre influence de façon positive? Et moi, je pense que c'est d'accompagner le dialogue politique, c'est d'accompagner les acteurs, mais sans avoir une présence ou une main trop forte, puis donner l'impression qu'on choisit notre camp en faveur d'un plutôt qu'au détriment de l'autre. L'Agence canadienne de développement arrive à fonctionner. Êtes-vous satisfait des efforts de l'agence de votre pays ou bien des réalisations aussi? Oui, la coopération canadienne... Parlez-nous-en, M. l'ambassadeur. La coopération canadienne n'a pas arrêté, au contraire. Puis c'est un peu ce que j'ai mis en première partie, en fait, de ma liste, parce qu'on parle beaucoup d'urgence humanitaire, on parle d'urgence sécuritaire, mais on oublie le travail de base de la coopération canadienne, qui est le développement à long terme du pays. Donc, j'ai mentionné 5 projets dans ma lettre ouverte. En agriculture dans le sud du pays. J'ai parlé aussi de renforcement de l'accès de la justice avec Avocats sans frontières. J'ai parlé des projets dans le domaine de la santé maternelle avec les sages-femmes et j'ai cité toutes sortes de chiffres là, concrets de résultats. Puis ça, c'est des résultats juste cette année. J'ai aussi parlé de Voix et Leadership des femmes, qui est un projet qui continue depuis plusieurs années pour renforcer les organisations féministes de la société civile. Donc, ces projets-là continuent, livrent des résultats. C'est extrêmement difficile et compliqué par la situation sur le terrain. Il y a toute une diligence raisonnable qu'on doit faire. On doit suivre les projets, les accompagner. Moi, j'ai eu la chance de les visiter aussi. C'est important que l'ambassadeur puisse se déplacer pour aller inaugurer un nouveau centre de santé, pour aller participer à une manifestation culturelle ou une inauguration de projet. Ce travail-là va continuer parce que ça, c'est le projet, la partie long terme de notre action en Haïti qui va porter des fruits. Et dans votre lettre, vous avez écrit, je cite, « Haïti chérie, pour Jean Madoréo, pas gagné, cap jamais fait moins quitter. » C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup votre pays, Wendell. J'ai plein d'amis ici, plein de lieux extraordinaires que j'ai eu la chance de visiter une fois, mais plein d'autres que j'ai pas eu la chance de visiter. Je veux revenir ici, je veux amener ma famille, je veux venir en vacances en Haïti. 1,3 million de Canadiens sont allés en vacances en République dominicaine l'an prochain. Donc, moi, apprendre que l'ambassadeur Sébastien Carrière, c'est un monde qui remet un petit plaisir, il en pile. Vous comprenez ça? Oui. OK. Où tu es arrivé capable de prendre plaisir en pile en Haïti? J'ai eu la chance de visiter le Sud, j'ai eu la chance de manger un bon lambi boucané à la gelée, j'ai eu la chance de visiter la Citadelle, d'aller à Cadras, d'aller à l'île Lara, d'aller à la plage quelques fois à Mont-Rouy, mais tout ça, ça fait longtemps. Et malheureusement, toutes ces richesses-là ne sont pas accessibles pour l'industrie touristique à cause de la situation du pays. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a presque la moitié de la population du pays qui vit dans des conditions de misère extrême. Moi, mon rêve pour Haïti, c'est une Haïti où la sécurité est rétablie, une Haïti où les opportunités économiques sont pour tout le monde, pas seulement pour une petite partie de l'élite, et une Haïti où une proportion de ces millions de touristes qui vont en République dominicaine, à Cuba, au Mexique, peuvent venir ici profiter de la culture haïtienne, profiter de la bonne bouffe, profiter des plages superbes, des lieux historiques extraordinaires. Vous pensez quoi de la classe politique haïtienne? Bon, j'ai pas une opinion seulement sur la classe politique haïtienne au grand complet. Je pense qu'il y a toutes sortes de gens de bonne volonté qui aimeraient que ça avance. Vous avez entendu le premier ministre Trudeau, il y a quelques semaines, exprimer beaucoup d'impatience envers l'ensemble de la classe politique. Je pense que le sentiment qu'il exprimait, c'est qu'après bientôt 2 ans, on a encore l'impression que c'est pas l'intérêt du pays qui est mis en premier par tout le monde. Mais je sais que dans tous les camps, il y a des acteurs et des actrices de très bonne volonté qui veulent que le pays avance. J'ai bon espoir que ça va finir par débloquer. En 2021, 4,6 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens vivaient en état d'urgence humanitaire selon les critères onusiens. Là, je vous cite, Monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, le chiffre est passé à 5,2 millions, une situation inacceptable. Ouais. Avez-vous l'intention... il est vrai que si la situation sécuritaire ou encore la situation alimentaire laisse à désirer en Haïti, il revient aux dirigeants haïtiens de faire le nécessaire ou encore de réagir en conséquence. Mais est-ce que vous promettez ou encore avez-vous l'intention
de solliciter une révision de l'aide canadienne à Haïti? On a déjà, face à ces chiffres-là, on a augmenté de façon significative notre aide. Notre aide a presque doublé l'an dernier. Et on va continuer à répondre aux besoins humanitaires identifiés notamment par les agences des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial. On travaille beaucoup avec le PAM pour nourrir les enfants dans le cadre du projet des cantines scolaires. L'UNICEF également, qui est présente dans les zones les plus difficiles du pays auprès des enfants. Et puis, vous pouvez être certain que le Canada va continuer d'être là pour Haïti. Les États-Unis ont leur propre programme de migration, évidemment modifié, revu et corrigé. Là, je parle surtout de Humanitarian Power. Et j'ai appris que vous avez aussi votre propre programme adapté au gré du temps. Vous pouvez en quelques mots nous en parler aussi? Donc, on n'a pas un programme semblable là, à celui de Humanitarian Parole. Le premier ministre avait annoncé, en même temps que les 100 millions à la fin mars, que le Canada allait accueillir 15 000 migrants de l'hémisphère. Donc, pas nécessairement d'Haïti, de l'hémisphère, dans le cadre d'un nouveau programme. Les détails de ce programme-là ne sont pas encore connus. Ils sont en train d'être finalisés au niveau du Canada. Ça va être annoncé prochainement. Mais ça ne va pas s'adresser spécifiquement, comme celui des États-Unis, à 4 pays. Ce qu'on vise, c'est alléger un peu la souffrance des gens là, qui sont notamment en transit. Là. Il y a toute une masse de personnes, dont énormément d'Haïtiens, qui se promènent là, quelque part entre le Chili et l'Amérique du Nord. Donc, on veut essayer de réduire un peu la pression sur ces gens-là. Je ne sais pas comment exactement ça va se décliner. Est-ce qu'il y aura un nombre précis par nationalité ou quoi que ce soit? Je n'ai pas encore ces informations-là. Il y a toutes sortes d'autres programmes qui existent pour immigrer au Canada. Il faut faire extrêmement attention à la fraude. Ça, c'est un de mes combats ici en Haïti. Presque chaque jour, quelqu'un m'envoie un faux recruteur qui demande de l'argent, qui se fait passer pour moi dans certains cas ou qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il y a Esther Dacius qui a été arrêtée et détenue par la PNH récemment, qui avait tout un système. En République dominicaine. Mais qui est ici maintenant, qui a été transféré à la PNH. Donc, ce que je dis aux gens là-dessus, c'est soyez, je vais regarder la caméra, là, soyez extrêmement prudents. Jamais un officiel canadien va vous demander de l'argent pour ouvrir votre dossier ou pour vous garantir un résultat. Personne ne peut garantir des résultats. Dès que quelqu'un vous dit « résultat garanti », c'est pas bon. Dès que quelqu'un vous demande de l'argent immédiatement par carte de crédit ou je ne sais quoi, c'est pas bon. Les emails viennent toujours d'adresses officielles du Canada. Il n'y a personne qui va vous écrire avec un Gmail, un Hotmail ou je ne sais quoi. Et il y a une adresse qui existe au niveau de l'ambassade pour faire vérifier et valider les offres. Donc, contactez l'ambassade du Canada. On est facile à trouver sur les médias sociaux, les comptes officiels. Le ministère de l'Immigration du Canada aussi, qui s'appelle IRCC, Immigration Réfugiés Canada, et Citoyenneté Canada, peuvent aussi vérifier pour vous, puis ils vont vous dire si c'est de la fraude. Et je vous le dis tout de suite, c'est presque toujours de la fraude. L'histoire de la migration haïtienne vers le Canada n'est pas trop ancienne, si je ne m'abuse. Là, je parle de quelques petites recherches que j'ai faites récemment. Une faible présence haïtienne aurait été remarquée dès 1935, par exemple. C'est pratiquement très récent. Mais on note aussi une migration d'intellectuels vers le Canada. D'aucuns auraient tendance à dire que le Canada aurait quand même un devoir de venir en aide aux Haïtiens et même d'envisager la possibilité de devancer les États-Unis en termes de programme de migration. Pourquoi ce n'est pas le cas? Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal. On l'estime à peu près à 160 000. Moi, je pense que le rêve, c'est la mobilité. Donc, d'avoir des gens qui viennent au Canada pour étudier, travaillent un peu, reviennent ici, travaillent quelques années. Moi-même, j'ai des amis dans la diaspora qui ont fait ça. Beaucoup aimeraient le faire, mais les conditions ne le permettent pas présentement. Mais des Haïtiens qui ont grandi à Montréal ou à Laval comme moi et puis qui voudraient travailler et vivre en Haïti à l'âge adulte. Je pense qu'il faut faciliter la mobilité dans les deux directions.
Mais c'est extrêmement difficile avec les conditions du pays pour ces gens-là de revenir. Et beaucoup des gens qui sont ici veulent juste partir pour jamais revenir. Il va falloir... La migration, pour moi, au-delà des relations de Canada-Haïti, c'est vraiment l'enjeu du siècle. Il va falloir trouver des nouvelles façons d'organiser ces grands mouvements de population-là. Dans certains pays, on a trop de gens, on n'a pas de travail. Dans d'autres pays, comme le Canada, on est en pénurie de main-d'œuvre. Et il y a des entreprises qui doivent fermer parce qu'il manque de travailleurs ou de travailleuses. Donc, il faut trouver des nouvelles façons de travailler ensemble, dans le respect mutuel aussi. Il ne faut pas que ça soit on vient chercher les meilleurs ici, on les amène chez nous. Il faut repenser tout ça, selon moi. On pourra dire, à un moment donné, c'était le cas. Au cours des années 1960-1970, c'était les meilleurs professeurs qui étaient... Absolument. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Mais ça ne fait pas partie d'une politique. Non. Non. On a ce phénomène-là avec d'autres pays aussi. Et puis, on ne peut pas, une fois que les gens sont chez nous, on ne peut pas leur dire « OK, c'est bon. » Avez-vous suffisamment renvoyé l'ascenseur à Haïti? Je ne sais pas comment on pourrait renvoyer l'ascenseur. Je ne pense pas qu'en envoyant plus d'aide au développement, on rend particulièrement service. Je pense qu'il faut trouver, encore une fois, des nouvelles façons. Peut-être qu'on devrait, au lieu de prendre des professionnels ici, on devrait les former chez nous. Au lieu ils sont formés en Haïti, puis ensuite ils vont au Canada. Peut-être qu'on doit penser à des programmes d'échange aussi. Je pense qu'il faut vraiment revoir ces questions-là. Parce qu'il y a un déséquilibre. Là. Oui, vous avez dit déséquilibre, ce qui m'amène par exemple à revenir sur la formation de nos policiers. Il y en a qui sont repartis, il y en a qui sont impliqués dans les gangs, alors qu'ils ont été formés chez vous. Là encore, est-ce qu'on peut parler de déception de la part du Canada? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois qu'un policier part ou est corrompu, on est déçu, c'est normal. Mais je pense que nos efforts de formation avec la PNH ont quand même porté fruit, puis ça va continuer. C'est un des domaines dans lesquels on veut s'impliquer le plus possible à long terme, en marge de notamment l'intervention ou la mission là, qui sera dirigée par le Kenya. On a tout à fait l'intention de continuer ça. Il faut qu'on augmente la capacité de la PNH à former des recrues. Et puis, il faut qu'on aussi trouve des façons d'augmenter la rétention pour que les policiers qui partent, notamment dans le cadre du programme humanitaire de l'administration américaine, aient envie de rester. Qui donne les paroles, l'ambassadeur Carrier Kadi haïtien, en plus de ça que le pas dit dans la lettre là? Bon, moi, il dit pas mal toute bagaille dans la lettre, mais moi, il voulait dire... Oui, mais la lettre là, pas publique. Oui, bien... moi, il voulait dire merci. Merci en pile pour courage ou, merci en pile pour accueil ou. Et merci de m'avoir laissé partager votre pays avec vous pendant ces 2 années-là. Et on se reverra. Ou songer cuisine haïtienne, non? Griot? Ah, la dernière fois, tu as voulu me faire choisir entre le griot, j'aime tout. Mais si je dois... Écoute, je quitte le pays, donc je peux prendre un risque maintenant. Après avoir mangé un peu partout dans toutes les régions du pays, je pense que je reviens... le grand gagnant, c'est le lambi boucané, à la gelée, au caille chez Raymond. Lambi boucané? Lambi boucané. C'est les mêmes ou pire, hein? Oui, absolument. Et pour qui ça? Chez Raymond. La texture, le goût, les épices, bon, tout ça. Tout ça. Je ne vais rien ajouter. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview, la dernière, avant votre départ. Et là, je peux publiquement avouer que je me réjouis d'avoir cette possibilité. Et j'espère que même au Canada étant, je pourrai vous appeler au besoin. Avec plaisir, Wendell. Merci beaucoup. Allez, merci d'avoir accepté de venir en Haïti, jouer ce rôle, ou encore d'être ambassadeur de ce pays, avec qui nous avons d'excellentes relations, je peux dire. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur du Canada en Haïti, monsieur Sébastien Carrière, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.